Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. À la Masbour, c'est le titre du nouveau disque du pianiste Gaspard Dehaene. Cet enregistrement propose 3 cycles de mazurka, ainsi que des pièces au cœur desquelles il y a une mazurka, et puis évidemment quelques autres surprises. À l'occasion de la sortie de cet album, j'ai interrogé l'artiste sur l'histoire de la mazurka et aussi sur ce qu'elle représente pour Chopin. Voici donc Gaspard Dehaene. Bonjour Gaspard Dehaene, quelle est l'histoire de la mazurka ? Alors la mazurka est une danse qui vient de la région de Mazurie, d'où son nom, donc qui est une région de la Pologne. Le peuple des Masbour. Voilà, exactement. Et le jeune Chopin sillonnait cette région quand il partait en vacances scolaires avec son père le plus souvent. Et là-bas, il y avait des fêtes villageoises où l'on célébrait la fin des moissons. Et il y avait ces danses extrêmement joyeuses avec des cris des danseurs, des claquements de talons au sol. Et le jeune Chopin, paraît-il, attendait sagement, écoutait les mélodies et il les fredonnait ensuite, puis il les écrivait, puis il se laissait infuser par elles. Et donc, je pense qu'on les retrouve dans sa musique ensuite. Oui, ce sont des danses ancestrales, ça, on le dit peut-être assez peu souvent, des danses dont on atteste déjà la présence dès le XVIe siècle, par exemple, et sans doute bien avant. Oui. Bah, écoutez, c'est toujours intéressant de voir comment sont nées ces danses populaires, puisqu'elles partent aussi peut-être de mouvements quelque peu intuitifs, instinctifs, de se réunir, de faire la fête, et elles n'ont pas forcément de raison codifiée d'être, si ce n'est peut-être l'envie de se réunir et de se défouler. Est-ce que dans ces conditions, l'improvisation est un aspect essentiel de la mazurka ? Je pense que oui aussi, puisqu'il y a ce côté sauvage, ce côté non ordonné, donc ce qui est tout le charme de l'improvisation, c'est de se laisser aller à ce que l'on ressent sur le moment. La mazurka est quand même en musique fortement associée à Chopin, malgré son histoire. Qu'est-ce qui caractérise l'écriture de la mazurka par Chopin ? C'est très ambigu, parce que Chopin disait que les mazurkas qu'il avait écrites n'étaient pas faites pour être dansées. Et aussi, on sait qu'il est extrêmement rare de retrouver dans les mazurkas de Chopin des thèmes vraiment directement pris du folklore polonais. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est laissé quand même un petit peu, comme je disais précédemment, infusé par ces motifs mélodiques, et qu'il a... alors, il y a une citation que je vais évidemment déformer, puisque je ne l'ai pas apprise par cœur, mais qui dit que les mazurkas de Chopin sont en quelque sorte, ne sont pas comme un bouquet de fleurs que l'on aurait cueilli sur le sol polonais, mais plutôt comme des branches, des feuilles, de la sève tirées d'un arbre qui aurait des racines très profondément ancrées dans le sol. Et donc, il y a vraiment cette idée du parcours de la sève, de quelque chose qui est difficile à expliquer, puisqu'il s'explique par des atavismes. Il faut aussi ajouter que Chopin a écrit des mazurkas tout au long de sa vie, ce qui est un fait étonnant. La forme de la mazurka n'a pas été une période d'amour du compositeur pour cette forme-là, et puis après il serait passé à autre chose. C'est vraiment un genre qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Oui, et il a commencé, la première pièce qu'il a écrite, c'était une polonaise, et sur son lit de mort, une mazurka. Donc évidemment, il est le compositeur patriote par excellence. Et c'est vrai que les mazurkas, on les décrit souvent comme... alors c'est Schumann qui disait des canons sous des fleurs. Et la première intuition, c'est qu'elles sont des fleurs, c'est qu'elles sont ce côté ciselé, délicat, comme des mini-portraits de Chopin. Alors qu'en réalité, elles avaient une force, une force sous-jacente qu'il est important d'essayer de saisir et de faire comprendre. Ce même Schumann disait aussi qu'il valait mieux que ces mazurkas, celle de Chopin, donc n'entrât pas sur le territoire polonais, puisqu'elle générerait une vindicte populaire qui probablement ferait peur aux Russes. On dit souvent que la mazurka exprime au mieux la mélancolie et l'amour de la patrie Pologne par Chopin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc je suis d'accord, évidemment, puisque il me semble que Chopin a donc composé la Pologne toute sa vie,
et qu'il en a été privé durant sa vie de compositeur. Qu'est-ce que vous voulez dire parce qu'il a composé la Pologne toute sa vie ? Du fait qu'il ait commencé par une polonaise, qu'il ait ensuite composé des mazurkas tout au long de sa vie, je pense qu'elle était omniprésente, cette Pologne, et que la musique, composer de la musique, était une façon pour lui de rentrer en communion avec les siens. Et par la mazurka notamment, et par cette nostalgie, on pénètre très intimement dans ce qui s'écrit Zal en français, alors Z-A-L, et que Chopin définissait comme le sol de son cœur. C'est une expression un peu intraduisible finalement, et qui nous laisse un petit peu sur notre faim, mais il s'agit de la nostalgie donc de ses terres, de sa terre d'enfance. Et effectivement, ce Zal, je crois que d'ailleurs qu'on dit Djal, on le retrouve très particulièrement dans les mazurkas, beaucoup plus que dans les nocturnes ou dans les valses, qui sont plus des musiques de salon, qui sont plus des musiques pour plaire, qui sont très séduisantes. Et d'ailleurs, la mazurka revêt plusieurs formes. Voilà, il y en a 3. Il y a Oberek, qui est une danse donc rapide, la mazurka elle-même, et Kujawiak, qui est la danse nostalgique par excellence. On va revenir à votre disque, puisque vous êtes là aujourd'hui pour en parler. Vous avez choisi d'interpréter 3 mazurkas, et on sait que Chopin en a composé une petite 60aine. Alors pourquoi ces 3-là ? Alors donc j'ai choisi d'en interpréter 3 cycles, oui, qui sont un petit peu d'ordre chronologique, on va dire, et qui pour moi aussi étaient intéressants de par leur évolution instrumentale. C'est-à-dire que le premier cycle, l'opus 24, me paraît de prime abord, quand on regarde les 3 premières, elles sont assez dépouillées, assez simples, et dès la 4e déjà il y a une densification du discours. Et ensuite, d'ailleurs, cette 4e mazurka opus 24 est la première que j'avais jouée, que je ne savais pas par laquelle commencer, et j'ai été attiré par celle-là, probablement de par son aspect extrêmement intense, notamment du point de vue harmonique et contrapuntique. Et ensuite, donc, dans l'opus 30, il y a peut-être un peu plus d'orchestration, un peu plus d'ampleur, et elles sont très difficiles, puisque là, on rentre aussi dans le côté des canons, donc des canons sous les fleurs, mais des canons. Et enfin, à l'opus 63, il y a un peu le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il y a pas un appauvrissement, mais une réduction qui en fait densifie le discours. Chopin est à pleine maturité à ce moment-là, il est à Nohant, et c'est à Nohant d'ailleurs qu'il composait le mieux. Oui. Et vraiment, on y trouve les audaces harmoniques de Chopin que l'on lui connaît, mais presque à nu, avec une forme de dépouillement qui laisse sans voix, dans le bon sens du terme, qui nous saisit et nous émeut. Alors à côté de ces 3 cycles de mazurka, oui, il s'agissait bien de cycles, vous avez aussi ajouté dans le disque beaucoup d'autres pièces. Comment est-ce que vous les avez choisies et qu'est-ce qui justifie leur place dans ce disque ? Alors je me suis intéressé déjà aux pièces qui contenaient des mazurkas, sans être intitulées des mazurkas. Donc lesquelles, c'est le cas exemple de la polonaise opus 44, dans laquelle il y a une longue mazurka centrale. Il y a aussi le fameux nocturne opus posthume. Au milieu, on retrouve une mazurka, d'ailleurs que l'on retrouve également dans le final du 2e concerto. Et aussi donc la valse de l'adieu, et le 7e prélude. Donc j'ai été intéressé, amusé de voir que dans chacun des grands genres que auxquels Chopin s'est adonné, donc les préludes, les polonaises, les nocturnes, la valse aussi, il y a une mazurka qui est cachée. Et je suis parti un petit peu de l'hypothèse que dans le fond, puisque Chopin avait été bercé par ces airs et cette danse tout au long de son enfance, sans jamais finalement les retranscrire telles quelles, cela faisait partie aussi, en plus de sa formation et de son génie, mais donc de l'identité de sa musique. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi mettre la berceuse, la barcarolle, la 4e ballade, et voilà, et c'est tout. Pour peut-être proposer un éclairage un petit peu différent donc de celui des accents polonais, des accents de son enfance, dans la résonance donc qui résonnerait dans les œuvres de la maturité. Est-ce qu'elles résonnent en vous, ces œuvres-là ?
Oh bah j'y compte bien. J'essaye effectivement le mot raisonner est tout à fait adapté à la musique de Chopin, puisqu'il était le piano le piano sans marteau en quelque sorte. Et son ambitus, donc l'écart entre les nuances fortes et les nuances douces, était extrêmement réduit par rapport à quelqu'un comme Liszt qui aimait explorer les extrêmes. Et Chopin, contrairement donc à Liszt, où Liszt est le piano extérieur, le piano qui étend ses limites, et Chopin est le piano au contraire de l'intime, du limité en apparence, mais de l'infini dans le fini en quelque sorte, et qui a ouvert la porte notamment à des univers que l'on connaît bien, comme ceux de Debussy ou de Fauré ou de Ravel, qui suggèrent aussi qui n'ont jamais abandonné cet intime. Qu'est-ce qui vous a conduit entre votre disque Vers l'ailleurs, donc votre précédent disque, et celui-ci à la Mazur? L'envie de retrouver aussi un élan de jeunesse par rapport à la musique. Chopin est l'événement de ma vie qui m'a fait abandonner la passion de mon enfance, la musique, le tennis, pardon. Pour la passion de ma vie, voilà, je l'ai dit avant, la musique. C'était révélateur, ça. On est assez nombreux, et d'ailleurs, c'était avec la 4e balade, il y a beaucoup de pianistes qui ont eu ce déclencheur par cette œuvre-là. Et dans un premier temps, à l'âge de 16 ans, je n'ai joué que Chopin, et j'ai voulu y revenir. Et c'est rigolo parce que c'était 16 ans après. Donc, comme s'il y avait peut-être que dans 16 ans, j'aurais à nouveau cette envie-là. Et ça a aussi coïncidé par hasard avec une reprise du tennis à ce moment-là. Mais j'ai retrouvé donc on parlait des échos, de la résonance de l'enfance. Et à l'âge de 16 ans, je considère que j'étais quand même encore assez enfantin. Et d'ailleurs, je l'étais d'autant plus que j'ai décidé de me jeter à cœur perdu dans la musique. Et c'était une audace et un rêve donc, qui caractérise particulièrement les enfants. Et donc, c'était évidemment donc Chopin qui est si important pour moi, et aussi cette envie de m'y consacrer entièrement, rien qu'à lui. Et ensuite, pourquoi la mazurka, c'est que je n'ai pas voulu que cela se transforme en expérience un petit peu égocentrique de je vais jouer Chopin parce que j'aime Chopin et qu'il est important pour moi. Non, j'ai voulu que ce parcours m'enrichisse dans ma relation entre guillemets avec Chopin, et notamment du côté de la mazurka, puisque je connaissais mal la mazurka, et je connaissais bien sûr très bien les ballades, les préludes et autres pièces, mais j'avais eu toujours un petit peu peur de cet intime de Chopin. Et quel sera votre prochain projet alors, puisqu'on passe de l'enfance, de la jeunesse à... Eh bien, j'y pense, j'ai des idées. J'aimerais peut-être aborder un répertoire un peu moins connu. Et je sais que ce qui est très 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 exigeant chez Chopin et que dans lequel j'ai adoré me plonger, c'est l'exigence stylistique. C'est extrêmement difficile et en même temps plus que passionnant. Puis le poids des pairs aussi. Voilà, exactement. On est quand même fortement surveillé par les vivants et les morts, et en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Mais peut-être que là, j'aimerais ensuite, fort de cette expérience de questionnement et de remise, de recherche stylistique, j'aimerais peut-être m'engager dans un répertoire un peu moins connu, je ne sais pas, peut-être espagnol, peut-être français, peut-être un peu les deux, et peut-être totalement autre chose aussi, je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, ailleurs. Voilà, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Gaspard. Merci à vous. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.